et vous accompagnez pour le moment des soignants mobilisés face au coronavirus, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous allons vous proposer des interviews d'experts, des conseils, des recommandations pour prendre soin des soignants. Si vous souhaitez rejoindre notre initiative bénévole sur Psy4Med, si vous voulez vous proposer d'accompagner des soignants bénévolement, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, si vous souhaitez suivre les prochaines interviews qui seront diffusées sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer les notifications. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Cela vous permettra d'être informé de nos prochaines vidéos, de recevoir également des articles et des fiches outils que nous allons continuer à publier dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon visionnage et à bientôt! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule dans le cadre du projet Psy4Med, qui est donc une plateforme qui vise à mettre en lien des professionnels du soin, des soignants qui sont actuellement mobilisés face au coronavirus, avec des psychologues bénévoles. Et le site internet, c'est www.psy4med.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Traber. Delphine, qui est docteur en psychologie et spécialisée dans la prévention du stress post-traumatique chez les professionnels à risque. Alors Delphine, bonjour et bienvenue dans l'ordinateur avec moi. Bonjour Fanny, je suis ravie d'être ici. Alors Delphine, on s'est rencontrés au travers du projet Psy4Med parce que au travers de quelques échanges de mails, eh bien, tu m'as expliqué que tu avais travaillé spécifiquement sur justement la prévention du trauma chez les professionnels à risque. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer peut-être d'abord brièvement ce que c'est un professionnel à risque? Quels sont les types de professionnels que tu as étudiés, je crois, dans le cadre de ta thèse de doctorat, hein, si tu... Tout à fait, oui, tout à fait ça. Alors, professionnel à risque, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier tous les professionnels qui sont à risque de développer le trouble du stress post-traumatique. Donc, le trouble du stress post-traumatique, il fait suite à quoi? À un événement traumatique. Souvent, il y a mise en danger de l'intégrité physique ou de la vie de soi ou de quelqu'un d'autre durant cet événement traumatique. Et puis, ça va laisser certaines traces, certains symptômes d'ordre de l'évitement, de l'hyperactivité neurovégétative, l'altération de la cognition et de l'humeur qui vont persister. Donc ça, c'est pour pouvoir le diagnostiquer d'après les critères du DSM-5. Donc, tous les professionnels à risque, c'est eux, chez eux, où on retrouve une plus grande prévalence, donc un plus grand nombre de professionnels qui développent ce trouble. Et souvent, c'est les professionnels qui mettent en danger leur vie, donc les pompiers, les médecins, les infirmiers, les secouristes. Et dans ma région, il y a des professionnels plus spécifiques comme les guides de haute montagne qui, au travers justement leur activité professionnelle, ils sont plus sujets à mettre leur vie en danger. Oui, parce que du coup, là, tu nous parles depuis ta région. Je pense que c'est dans le coin de Chambéry. Tu travailles d'ailleurs à l'université de Savoie-Mont-Blanc, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est bien de le préciser, effectivement. Donc, région Rhône-Alpes, donc effectivement, des professionnels de l'environnement, de la montagne qui est dangereuse et du coup, avec des professionnels spécifiques, des militaires chasseurs alpins et, comme je vous ai dit, des guides et des pompiers. Et du coup, vraiment, ce que tu nous dis, si je comprends bien, c'est que dans des personnes qui sont confrontées à des situations qui observent la mort ou la mort potentielle ou bien qui se mettent eux-mêmes en danger, sont des professionnels qui sont plus à risque du trouble de stress post-traumatique. Et alors, tu disais aussi que, tu m'as dit tout à l'heure, quand on préparait cet entretien brièvement, que ce sont des professionnels chez qui les symptômes de stress post-traumatique, ils apparaissent de manière un peu plus... un peu moins saillante peut-être que dans la population traditionnelle. Oui, effectivement, face à un attentat qui est un événement traumatique de grande ampleur, en tout cas, le trouble du stress post-traumatique a été remis au jour au niveau du grand public via les attentats, c'est pour ça que je le mentionne, mais on voit vraiment un avant, un après chez les individus qui développent le trouble. Par contre, chez les professionnels à risque, c'est un peu plus subtil. Ils ont choisi. C'est un choix, une mission professionnelle
de mettre en danger leur vie dans le but de sauver ou d'accompagner, ou bien les médecins et les infirmiers, d'accompagner la fin de vie. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est qu'au cours de leur carrière professionnelle, ils sont exposés à plein d'événements de vie stressants qui sont de l'ordre que eux, la plupart du temps, vont qualifier de mission professionnelle et non pas d'événements traumatiques. Et la question, c'est de savoir à quel moment, pour eux, du point de vue subjectif, ça va être traumatisant. Est-ce que c'est parce qu'il y aura un détail qui va subjectif en fait, qui va être impactant pour eux? Par exemple, la victime va leur appeler un membre de leur famille. Et du coup, ça va être la personne de trop qui va faire apparaître les troubles. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est difficile de qualifier les symptômes à un seul événement traumatique, puisqu'il y en a plusieurs au cours de la carrière, des événements difficiles, des périodes difficiles, comme là on voit par rapport au CODIV. En plus, cette période va être longue, donc ils vont avoir plusieurs cas, plusieurs périodes difficiles. Et du coup, c'est vraiment cette accumulation qui va faire que ça va fragiliser la personne. Et les troubles, on va le voir un petit peu, ce qui va traîner chez ces individus, chez cette population-là, l'expression des symptômes, mais les troubles vont être plus subtils. Et c'est pour ça qu'on observe dans cette population beaucoup de comorbidités, donc des comportements notamment de consommation de substances avec la consommation d'alcool ou de psychotropes, beaucoup de comorbidités aussi du point de vue de la somatisation. Ils vont beaucoup avoir mal au dos et ça va être plus facile pour eux de solliciter de l'aide suite à un mal de dos ou des problèmes somatiques plutôt que face à la symptomatologie du trouble du stress post-traumatique où on va voir, et c'est le but, où ils vont essayer de le cacher justement. Voilà. Donc, si je comprends bien, donc, ce que tu dis, c'est que dans la population générale qui est soumise à un trauma, à un stresseur, il y a un vrai avant et un vrai après, quelque part, avec l'expression de symptômes qui peuvent être très forts dans une population générale ou classique. Chez les professionnels qui ont l'habitude, quelque part, de gérer le risque et le danger, tu parles, si je comprends bien, plutôt alors d'effet d'accumulation de stresseurs, où à un moment donné, il y a quelque chose, l'accumulation ou un détail qui va vraiment déclencher. Et alors, tu dis, ça devient alors traumatique, ça peut être jugé traumatique, mais les symptômes vont être moins saillants peut-être que dans une population générale ou classique. Et du coup, il n'y a pas vraiment non plus un avant ou un après, mais il y a une forme d'évolution, mais qui à un moment devient pathologique, à un moment donné, ou qui devient problème. Alors, je modère un petit peu mon propos dans le sens où l'avant, l'après, souvent, c'est quand l'événement traumatique est de grande ampleur. Il y a plein de traumas qu'on vit tous les jours qui peuvent avoir des impacts cumulés, notamment quand c'est des traumas dans l'enfance où justement on va se construire avec ce trauma. Donc, je modère juste un peu mon propos par rapport à la population générale. Mais c'est pareil, ce qu'on observe dans les populations à risque, il n'y a pas forcément cette rupture d'avant-après aussi nette que dans des exemples très saillants. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent, justement, il y a aussi, comme je dis, c'est des professionnels qui s'engagent dans ces métiers par passion. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de capacité de résilience. Pour faire face, ils sont très forts, ils ne sont pas fragiles, ils sont très forts. Donc, ils vont tout faire pour vivre et maintenir leur activité professionnelle. Et souvent, c'est au moment de la retraite, ce qu'on observe chez les pompiers notamment, des études qui le montrent chez les pompiers, c'est au moment de la retraite où ils sortent de cette étiquette de professionnel, ils sortent de cette identité de professionnel puisqu'ils sont retraités, et là, les symptômes vont apparaître. Okay. Et souvent, c'est des symptômes qui vont pas forcément se diffuser dans tous les domaines de la vie. Ça va être par exemple, réservé que dans le domaine, la sphère familiale ou la sphère professionnelle. Et c'est justement quand ça va petit à petit se diffuser dans toutes les sphères et quand ça va justement être diffus dans toutes les sphères de l'individu, que là, l'intensité des symptômes sont très élevées et souvent, c'est ce facteur-là qui est très déterminant pour favoriser une prise en charge. C'est à ce moment-là qu'ils vont solliciter un professionnel la plupart du temps. Mais du coup, quand tu parles du passage à la retraite, par exemple, en particulier, si je comprends bien, c'est un peu comme si les soignants, quand ils sont dans leur
mission et dans leur fonction. C'est un peu comme s'ils portaient leur armure. Quelque part, ils partent au combat, ils sont mobilisés. Mais quand ils enlèvent l'armure, parce qu'il y a le passage à la retraite, il y a quelque part cette identité sociale qui change un peu aussi. Et là, il y a une résurgence de symptômes qui peut se produire à ce moment-là. Oui, d'autant plus que la sphère sociale, et on le sait très bien dans le trouble du stress post-traumatique, que le soutien social est un facteur protecteur très important. D'autant plus quand le soutien social vient de pairs qui ont vécu la même chose que nous. Et c'est souvent quelque chose qui est très important dans le sens où ces professionnels-là, ils ont de l'humour, ils ont un jargon, une manière de parler, de faire face à ces événements qui est propre en eux et propre à leur sphère et souvent pas très compréhensible, du moins c'est ce qu'ils pensent, de l'extérieur, puisqu'ils ont vécu ces événements avec leur groupe. Du coup, leur groupe, leur pause café par exemple, les débriefings un peu informels est très très protecteur. Si l'équipe va bien et s'ils sont capables d'exprimer leur symptomatologie au sein de l'équipe. Et du coup, en partant de ça, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un soignant qui est mobilisé dans son équipe pour le moment, qui fait face au coronavirus, qui tire sur la corde en s'investissant beaucoup, qui peut-être vit des événements qui sont difficiles émotionnellement, et imaginons qu'il tombe malade lui-même et que du coup, il soit écarté pendant un temps à la maison, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, il y a une résurgence de symptômes parce qu'il n'est plus dans sa fonction, parce que l'armure est peut-être moins là, parce qu'il y a peut-être moins de soutien social de la part de pairs qui vivent la même situation? Est-ce qu'on pourrait l'imaginer ou pas trop? Ah mais enfin, totalement. Là, faut savoir que ce qu'ils vont vivre dans l'équipe, surtout qu'en fait, la sphère sociale, c'est un équilibre fragile d'un individu à d'autres. Il suffit qu'il y ait une personne qui parte pour que ça change cet équilibre. Et ils vont vivre des choses fortes ensemble. Et quand l'individu et le soignant va être lui-même victime du Codiv, il peut avoir peur pour sa propre vie. Donc, il va passer de « je prends soin des autres » à « on prend soin de moi ». Donc, déjà, ça, c'est très difficile. En général, c'est ce qui est rapporté qui est très difficile pour eux. Et effectivement, il y a cette notion de loyauté auprès des autres. Comment je vais faire par rapport à mon équipe? Non seulement je vais vivre des choses sans eux, je ne vais pas pouvoir partager avec eux, mais en plus, je ne vais pas pouvoir les aider. Et du coup, il y a tout ça qui peut se passer. Après, ce n'est pas forcément, encore une fois, ce n'est pas l'événement qui est traumatisant en soi, c'est comment c'est vécu et potentiellement comment va être vécu le retour. Est-ce qu'au moment où je vais être intégrée, je vais pouvoir partager mes émotions? Parce que toute la question de justement ce soutien social qu'on a quand on travaille, c'est que est-ce que le groupe va pouvoir me permettre d'accueillir mes émotions? Et un soutien social positif où je sais que je vais pouvoir rediscuter de ce que j'ai vécu, reformuler, partager, sentir un lien où on a vécu la même chose. Je sais que l'autre comprend ce que je dis parce qu'il l'a vécu avec moi. C'est quelque chose de très important, ce partage social. Quand il va retourner au travail, l'important, c'est qu'il retrouve du soutien social. Mais ce soutien social doit être de qualité, puisqu'il vaut mieux plutôt un soutien apte. Enfin, les études montrent qu'il vaut mieux pas de soutien social du tout, plutôt qu'un soutien social qui est délétère. C'est-à-dire que ce serait quoi un soutien social délétère? Ce serait quand l'individu veut partager ses émotions et on le coupe, on dénigre, on n'accueille pas. Et donc, tu dis, il vaut mieux pas de soutien qu'un soutien social inadéquat. Tout à fait. Ok. Bon, j'imagine qu'au-dessus de ça, il vaut mieux un soutien social adéquat, bien évidemment. Ah bah, le soutien social adéquat et protecteur et justement permet de faire face. L'absence de soutien social fragilise et un soutien social qui n'est pas adéquat va favoriser le maintien et la présence de symptômes. Et si je comprends bien, ce que tu disais aussi, c'est que le retour en équipe et pouvoir parler en équipe, ça va vraiment favoriser le sentiment d'être en lien. Quelque part, je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça. Pouvoir se sentir compris, normaliser aussi peut-être certains ressentis, certaines émotions. Et alors, tu disais aussi, quelque part, augmenter un peu le sens en discutant ensemble de ce qui s'est passé. On va pouvoir processer un peu ce qui s'est passé, mettre du sens, remettre un petit peu d'ordre dans ce sentiment de chaos qu'on a pu vivre à un moment donné? Totalement. C'est justement ça le but du soutien social,
à travers les échanges, on va faire aussi un traitement cognitif de l'événement traumatique et le digérer, pouvoir le clôturer d'une certaine manière. Et en fonction des théories qui sont derrière, où on regarde le développement de symptômes du stress post-traumatique, il y a toutes ces théories qui sont liées à l'évaluation, l'interprétation de l'événement traumatique. Et justement, la nature de l'interprétation est très importante et d'autant plus chez ces professionnels-là qui vont le qualifier de mission professionnelle. Ce n'est pas un événement traumatique, c'est ma mission. Mais par contre, il faut accepter que ma mission va mettre en danger, va mettre en détresse. Et soit je reste et je maintiens cette détresse, soit je peux le partager si je suis bien sûr accueillie, si je ne suis pas jugée et justement si je n'ai pas peur de mettre en danger mon image professionnelle. Puisque ce qui est spécifique justement et ce qui est très déterminant de chez ces professionnels-là, enfin de ces professionnels, c'est l'image professionnelle. C'est-à-dire que dans l'évolution, dans mon parcours où justement je me construis en tant que professionnelle, je vais m'insérer dans un groupe et adopter les normes sociales. Je modère juste un peu mon propos. Tout ce que je vais vous dire aussi, c'est beaucoup tiré de la littérature chez des pompiers et des militaires. Donc, à voir si on peut le transférer auprès des soignants. Mais ce qu'on remarque chez les pompiers et les militaires, c'est qu'il y a tout ce système de bizutage, où justement on va apprendre comment exprimer ces symptômes, comment exprimer ces émotions. On ne va pas les exprimer de la même manière. Chez les soignants, on peut remarquer de l'humour noir. On va parler avec un peu de l'humour, des traits noirs, qui va permettre de mettre à distance. C'est des codes qui nous permettent de nous comprendre dans ce cadre de pensée. Ce qui va nous permettre aussi d'être vus comme professionnels, c'est-à-dire comme forts, comme compétents. On peut avoir confiance en moi. Et justement, les symptômes, la détresse émotionnelle, pas que le TSPT, va peut-être me rendre fragile. Et si je suis vue par les autres comme quelqu'un de fragile, est-ce que je vais toujours être vue comme professionnelle? Est-ce que la personne, donc on voit beaucoup ça chez les pompiers, est-ce que la personne va accepter de mettre sa vie en danger à mes côtés pour aller dans ma mission au feu s'il me voit pleurer aujourd'hui? Et c'est là où c'est subtil et qu'il faut faire attention et réfléchir comment on parle de cette symptomatologie, puisque c'est aussi très important de garder cette image professionnelle. Et il faut trouver des espaces où on peut s'exprimer, des espaces où on est en sécurité pour pouvoir s'exprimer et justement montrer éventuellement une certaine faiblesse à un moment donné. Ouais, donc il y a vraiment ce truc de quelque part, on développe des codes dans notre équipe de travail avec nos pairs, on apprend quand on intègre une équipe comment ça se passe, on observe que oui, une façon de ventiler ses émotions, c'est de faire de l'humour noir, etc., par exemple. Et donc, exprimer, si je comprends bien, une symptomatologie qui pourrait être en lien avec un état de stress post-traumatique, quelque part, c'est pas socialement dans cette bulle-là accepté ou acceptable, mais surtout parce que ça va potentiellement remettre en question le professionnalisme et donc le fait que les autres puissent me faire confiance, continuer à compter sur moi, etc. Donc ça va vraiment, j'imagine, du coup, vraiment brider l'expression des symptômes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça se voit moins que dans ils vont tout faire justement pour ne pas rendre visibles les symptômes, pour continuer à travailler malgré les symptômes et mettre en place des stratégies pour faire face, qui sont protecteurs, puisque ça leur permet de continuer à être, tout simplement à travailler. Enfin, ça va leur permettre de travailler. Simplement, au bout d'un moment, ça coûte beaucoup d'énergie, ça va fragiliser. Et du coup, on peut s'attendre à ce que quand les individus s'écroulent et sollicitent l'aide, du coup, la symptomatologie va être beaucoup plus importante. Et quand c'est ce que j'ai dit. Pardon. Excuse-moi, j'allais faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est justement, si les individus arrivent à contenir ça dans quelques petites sphères, ils ne vont pas forcément solliciter. C'est quand ça va se diffuser dans plein de sphères professionnelles, amicales, où je vais avoir du mal justement à faire face et que les symptômes de réviviscence, notamment de stress, qui vont être présents, qui vont se perdurer,
quand ça se diffuse dans tous les domaines de ma vie, là, potentiellement, on peut s'attendre à ce que les individus puissent chercher de l'aide. Et du coup, quand tu dis qu'ils vont par exemple chercher à masquer les symptômes, quand tu parles des syndromes du TSPT, ça peut être quoi? C'est par exemple, j'ai des images intrusives, des flashbacks, mais je ne vais pas en parler à mes collègues, j'ai des bouffées d'émotions à un moment qui me prennent, mais je vais me cacher quelque part pour aller pleurer, ou je vais retenir mes larmes, je ne vais pas oser en parler, pas oser l'exprimer. Ça va être de cet ordre-là? En tout cas, parce que j'ai pu observer autant sur le terrain, mais aussi du point de vue clinique, c'est encore plus subtil que ça. Ça va être même pas dans ma conscience. Je ne vais même pas avouer que j'ai eu peur à ce moment-là. C'est encore plus bas. Et du coup, vu que je vais pas avouer que j'ai eu peur ou que j'ai été en difficulté, souvent, comment ça se transfère? Ça se transfère à travers la somatisation des mal de dos. Si justement j'ai des symptômes de stress, notamment qui se maintiennent, de détresse, je vais faire quoi? Je vais mettre tout en place des stratégies d'évitement. Ouais. Mais qui sont aussi la caractéristique de cette symptomatologie-là. On va essayer de tout faire pour éviter d'être dans des situations où justement je vais ressentir de la détresse. Et les stratégies d'évitement, que j'imagine, en fait, elles peuvent être considérées comme fonctionnelles à court terme ou à moyen terme pour continuer à pouvoir faire face. Mais si elles deviennent mobilisées trop longtemps, quelque part, si elles sont mobilisées trop longtemps ou si on cristallise sur ces modes de défense-là, là, j'imagine que si on est complètement déconnecté de ce qui se passe dans son corps et de ses émotions, là, ça pourrait s'enquister et engendrer des problèmes plus tard, j'imagine. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on peut relever dans la littérature et c'est ce qui a été mentionné par certains auteurs qui montrent que justement, c'est quand c'est très intense, les symptômes, que là, l'individu, il ne peut plus avancer dans sa sphère professionnelle, il ne peut plus avancer dans sa sphère personnelle et du coup, c'est là qu'il va passer passer à l'acte, c'est un peu maladroit, mais le terme, c'est juste pour dire, là, il va passer justement à l'acte de chercher de l'aide, d'exprimer ses symptômes et de dire qu'il a besoin d'aide. Oui, donc si je comprends bien ce que tu dis, finalement, c'est que les soignants aujourd'hui gagneraient à rester attentifs bien sûr, à leurs émotions si elles sont là, mais qu'elles risquent de ne pas s'exprimer parce qu'il y a une forme de déconnexion ou presque de déni sans qu'il y ait d'intention de nier. Mais voilà, pour pouvoir rester mobilisé, il y a une forme d'évitement aussi par rapport à ces émotions, mais qui pourrait plus s'exprimer par de la somatisation, des troubles musculo-squelettiques, des maux de dos, tu disais tout à l'heure, par exemple. Ouais. Et oui, il faut que les soignants ils restent en tout cas attentifs à tout ça. Surtout, ce qui est conseillé, c'est aussi maintenir des espaces où ils se sentent en sécurité, en groupe, où ils peuvent parler justement de tout ça, de ces symptômes. Ça va être le jour où justement les équipes vont aujourd'hui, ça va parce que justement, comme dit, ils sont en action. On est encore dans l'événement traumatique. Il n'est pas encore dépassé puisqu'il faut qu'ils restent encore vigilants. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, ils ne ressentent pas de symptômes. En tout cas, parce que pour l'instant, ils sont, voilà, comme dit, dans l'action. Ça va être au moment où les choses vont revenir à la normale. Quand certains soignants sont dans une équipe Covid et du coup vont revenir à leur service de base, ils ne vont plus être avec les individus justement auxquels ils ont fait face ensemble. Leurs frères d'armes. Voilà, ils vont se sentir isolés. Est-ce qu'ils vont pouvoir partager ça? Si ça se trouve, ça va très bien se passer dans leur service, puisqu'ils vont recréer un autre cercle sécurisant auquel ils vont faire face. Mais potentiellement, il faut rester vigilant, en tout cas, que si jamais ça ne se fait pas naturellement, ça peut justement favoriser le maintien de ces symptômes et l'individu va rester en état de stress malgré l'absence d'événements stressants dans la réalité de la vie. Mais donc, j'imagine que ça veut dire que, par exemple, si je suis cadre de soins dans un milieu hospitalier ou même un EHPAD, je gagnerais à rester vigilante à
offrir des espaces de débriefing ou de cohésion d'équipe aux équipes qui ont travaillé ensemble, prévoir des moments de ventilation où elles peuvent partager, éventuellement peut-être j'imagine avec un tiers ou un cadre qui peut un peu aussi faciliter la parole ou ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on recommanderait sur les lieux de soins. Totalement. C'est quelque chose qui va permettre de protéger et j'irais même plus loin, c'est-à-dire, bon, on a de la chance aujourd'hui, c'est en train de changer, les représentations sont en train de changer, mais c'est aussi d'autoriser l'individu à aller mal et de peut-être véhiculer que c'est normal que l'individu va mal, véhiculer le fait que potentiellement s'il va mal, à un moment donné, c'est pas parce qu'il va mal que ça va se perdurer dans le temps, parce qu'avec une prise en charge ou bien justement l'aide de ses pairs, ça peut changer. Donc, pour pouvoir justement éviter que les individus ils aient peur de se dire si je vais mal, c'est bon, c'est que je suis fichu, c'est que je suis plus un bon professionnel et ainsi de suite. Et favoriser des espaces sécurisants de cet ordre-là en encourageant un petit peu la normalité de l'expression de la détresse sont très importants. Et potentiellement aussi d'exprimer ça, mais sans un regard extérieur de la hiérarchie. C'est important aussi de pouvoir permettre de favoriser ça, par exemple des espaces cafés, mais sans avoir un regard de la hiérarchie, puisque derrière, il y a la menace aussi de sa carrière. Est-ce que je vais être vu comme, on revient dans l'image professionnelle, est-ce que je vais être vu comme compétent et est-ce que je vais pouvoir progresser? Donc, c'est aussi important d'avoir conscience de ça pour les cadres de santé. Mais du coup, si je comprends bien, c'est vraiment plutôt alors faire des espaces de décompression, on va dire, par strate, entre guillemets, par même type de profil de fonction hors rapport hiérarchique, c'est ça que tu veux dire? En tout cas, si on se base sur les recherches et sur le processus justement du soutien social, c'est ce que je conseillerais. Ouais. Et alors, si je comprends bien aussi, ce qui pourrait être complémentaire, c'est que quelque part, quelqu'un qui incarnerait le bon professionnel, peut-être un senior ou quelqu'un qui a de la bouteille dans l'institution, puisse normaliser le fait qu'on puisse ne pas être bien et ressentir certains symptômes pour quelque part inclure cette composante-là dans l'image du bon professionnel. Tout à fait. Et de voir que ce n'est pas parce qu'on est faible à un moment donné qu'on est faible tout le temps et qu'on n'est plus capable de remplir ses missions professionnelles. Et souvent, justement, c'est ce qui se passe et c'est ce que j'ai pu aussi expérimenter dans mes travaux de thèse. C'était très intéressant. J'avais des groupes, quand j'ai voulu prévenir le trouble du stress post-traumatique, des groupes un peu disparates avec des personnes qui avaient plutôt la bouteille, en milieu voire fin de carrière et des jeunes. Et c'était très intéressant l'échange, c'est-à-dire que les jeunes, voilà, eux, ils allaient bien, ils étaient là un peu parce qu'on leur avait demandé d'être là, pas trop de demandes. Et à la fin, ils ont écouté avec attention les histoires des plus anciens et justement, ça a été très important pour eux d'accéder à ces histoires-là où les anciens ont pu exprimer leur détresse, mais aussi ils ont pu exprimer comment ils ont fait face, parce que chacun met en place des stratégies et bien sûr, tout le monde ne va pas développer la symptomatologie parce que tout simplement, il y en a qui mettent en place de bonnes stratégies, donc ça permet aussi de partager ces stratégies pour faire face. Donc c'est aussi ça qui est important à travers l'échange et après, voilà, d'encourager, on va dire, si on souhaite encourager les processus naturels pour faire face et être le plus résilient possible. Ouais, donc tu dis, il y a vraiment ces groupes de parole qui peuvent être mis en place en respectant idéalement hors rapport hiérarchique pour qu'on puisse faire circuler la parole, mais éventuellement que des personnes qui aient plus d'expérience puissent dire et reconnus comme bons professionnels quelque part puissent reconnaître que avoir à un moment donné des difficultés, c'est aussi OK. Pour mobiliser le support social, tu dis, et aussi faire vraiment ressortir les bonnes stratégies, les bonnes pratiques pour prendre soin de soi et faire face dans des situations difficiles, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Et un frein important qui caractérise cette population-là aussi, en tout cas les professionnels à risque, c'est que souvent, dans leur milieu, il y a un service de soins.
service de santé, par exemple. Je prends l'exemple des militaires. Ils ont à l'intérieur de leur structure un service qui est dédié pour leur prise en charge. Donc, c'est très intéressant de voir aussi l'impact de ce service de soins. C'est-à-dire que souvent, quand ils sollicitent les services de soins, la prise en charge à l'intérieur de services de soins, le fait d'être dans le lieu professionnel, pour eux, ça éveille cette peur justement d'être jugé, cette peur de la confidentialité. Donc, même si le psychologue dit bien que c'est confidentiel, est-ce que derrière, il y a toujours cette interrogation, peut-être qu'il y a mon chef qui va passer par ici ou quelqu'un que je connais va me voir rentrer dans le bureau de la psychologue et ainsi de suite. Donc, souvent, c'est une crainte qui est très, très importante et que c'est pourquoi on voit dans la littérature que même s'il y a détresse, il y a seulement 30 à 40% des individus qui sollicitent ce service de soins et de l'aide psychologique. C'est-à-dire que derrière, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a de l'aide qui est à disposition que les individus vont la solliciter et qu'il faut justement faire attention à encourager la sollicitation d'aide, mais souvent, ça peut être, en tout cas au sein de ces structures, accepter de renvoyer la prise en charge vers l'extérieur, c'est-à-dire d'accueillir la demande et de faire le lien vers des structures extérieures et notamment Psy4Med permet justement de pallier à ces freins puisque offre une prise en charge à l'extérieur de la structure, une prise en charge gratuite, à distance. Donc vraiment, c'est un outil, si on arrive à pouvoir en tout cas, le rendre disponible comme également travailler avec les services de soins, ça peut être quelque chose qui va agir sur les freins de l'expression des symptômes et de la recherche d'aide. Oui, c'est ça. C'est quelque part, ça peut être anonyme au sens personne dans mes collègues ne doit savoir que je fais appel à ce service. C'est gratuit et c'est disponible à court terme. Et donc, au niveau du regard social, il y a ces craintes-là, en tout cas, qui peuvent être diminuées, quoi. Tout à fait. Si tu devais énoncer des recommandations, peut-être pour je ne sais pas s'il y a des recommandations particulières qui te viennent à l'esprit pour les psys qui accompagnent les soignants sur Psy4Med. Bon, on imagine que là, ils seraient déjà en lien avec des personnes qui auraient pris contact avec eux, donc qui auraient dépassé des freins pour aller chercher de l'aide. Mais sur base de ces travaux de recherche, est-ce que tu penses à des choses qui seraient intéressantes à transmettre aux psychologues qui accompagnent les soignants ? En tout cas, oui, par rapport à la problématique du trouble du stress post-traumatique, puisque le lien de confiance avec le thérapeute est très difficile à avoir avec ce type de problématique. Parce que justement, la difficulté, c'est est-ce que l'individu va juger ? Et chez les soignants, c'est est-ce que je suis légitime d'être en difficulté étant donné que c'est moi qui ai choisi cette mission professionnelle ? C'est moi qui l'ai choisi. Donc, du coup, il y a aussi un besoin de rassurer là-dessus. Bien sûr, voilà, d'être dans du non-jugement, d'accueillir ce qui se passe. Et puis, éventuellement, faire un travail au préalable sur toute cette notion de stigmatisation du soin, sur justement l'image professionnelle. Pour, avant de travailler sur la symptomatologie du trouble du stress post-traumatique, éventuellement travailler sur le fait qu'ils peuvent s'autoriser à être mal, s'autoriser à être pas bien et justement pouvoir peut-être mettre en perspective que si je prends de l'aide, enfin si je sollicite de l'aide aujourd'hui, c'est pour devenir un bon professionnel tout au long de ma carrière. Ou pour le rester. Quelque part, pouvoir chercher de l'aide, c'est aussi être un bon professionnel. D'inclure ça dans le paquet du bon professionnel, du coup. Voilà, et je pense que travailler ça permet de renforcer justement le lien, ça permet aussi de renforcer l'engagement de la personne dans le soin. Et c'est là-dessus que je conseillerais en tout cas les psychologues. Donc vraiment travailler la légitimité de venir chercher de l'aide, écoute bienveillante, bien entendu, et vraiment valoriser la recherche de soins et de prendre du temps pour soi et faire un check pour pouvoir aller à l'encontre de cette image sociale quelque part du soignant qui est là pour soigner et qui ne peut pas aller chercher de l'aide. Vraiment essayer de flexibiliser ce frein-là, quoi, si je comprends bien. Voilà, tout à fait.
les soignants héros, comme ce qui est véhiculé actuellement dans les médias. Le héros peut en tout cas déposer sa cape de temps en temps, recharger ses batteries et il peut pleurer avant éventuellement de la remettre s'il en a envie. Mais voilà. Même Superman, en fait, hein, il est sensible à la kryptonite. Hein, je tiens à le souligner. Tout à fait. Mais merci en tout cas, Delphine, pour ces apports éclairants. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter avant qu'on clôture notre discussion d'aujourd'hui? Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore ajouter ou... Moi, en tout cas, je serais ravie de pouvoir en discuter un peu plus et de creuser si jamais certaines personnes souhaitent échanger pour voir un peu plus comment ça se concrétise sur le terrain, pouvoir éventuellement discuter de comment mettre en place des solutions au sein des structures, mais aussi mettre en lien l'offre de soins, puisque je pense que c'est important de se coordonner entre différents soignants ou différentes actions pour avoir en tout cas un discours qui favorise cette recherche de soins et d'aide. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit unis. Oui, tout à fait unis et que le parcours de soins possible soit très lisible pour éviter de rajouter du chaos au milieu du chaos. Je pense que effectivement, c'est important et c'est un des défis de la crise actuelle, c'est comment coordonner toutes ces initiatives, quoi. Oui, tout à fait. Top. Mais, merci mille fois, Delphine. Moi, je ne doute pas que nous aurons encore l'occasion de nous reparler dans le cadre de ce projet. Peut-être que si tu es d'accord, on pourra imaginer aussi faire une petite séance type webinaire ou réunion avec les gens de Psyformed qui auraient envie de discuter du contenu de cette capsule en direct avec toi ou avec moi éventuellement en plus. Si ça te branche, on peut l'imaginer, on peut voir ce qui est possible. Avec grand plaisir. Eh bien, on fera en sorte de mettre un lien en dessous de la vidéo pour les gens qui sont intéressés de participer à ça. On vous contactera alors pour vous annoncer quand ce sera possible. Delphine, un tout grand merci à toi. Voilà. Cet échange et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais à travers Psyformed. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Ben, ça fait plaisir de travailler ensemble. Donc, merci à toi et merci à tous les psys d'ailleurs qui sont inscrits sur la plateforme et qui s'investissent pour les soignants et pour que la plateforme puisse continuer à fonctionner. Merci mille fois. Merci encore à toi, Delphine, et à tout bientôt. À bientôt. Vous avez apprécié l'interview que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir des notifications lorsque les prochaines vidéos seront disponibles. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous pour recevoir nos prochains articles, nos prochaines fiches outils que nous continuerons à publier dans les prochaines semaines. Et puis si vous êtes psy et que vous acceptez d'accorder quelques heures de votre temps pour soutenir bénévolement des soignants qui sont mobilisés actuellement face au coronavirus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur www.psyformed.com. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt.